Hacheret est docteur en histoire de l'art. Elle a soutenu une thèse en 2006 sous la direction de François Robichon, professeur d'histoire de l'art contemporain à Lille, anciennement Lille 3, sur l'homme providentiel, véritablement, auquel le musée se réfère systématiquement. Autant dire que son étude, qui s'intitulait Victor Champier, un acteur de la vie artistique sous la Troisième République, c'est ça, hein, Sylvie, va constituer pour le musée, au moins pendant une certaine période, presque un livre de chevet du conservateur en chef, Bruno Godichon, même si effectivement il avait déjà eu l'occasion de déblayer lui-même un territoire assez vaste, au sujet duquel nous allons donc pouvoir échanger aujourd'hui, exactement. Alors, je pense qu'on peut directement partir sur cette image. Nous avons le bâtiment de Lancette qui est présenté à l'image. Alors, c'est un bâtiment qui a 135 ans. Alors, je sais que là, si on a une période d'anniversaire, les 30 ans d'existence du bâtiment Neveu. On a aussi les 20 ans de la piscine qui sont fêtés cette année. Et donc là, ce bâtiment, il a environ 135 ans si on considère les débuts des travaux qui débutent en 1886. Alors, est-ce que on peut dire que Lancette est à l'origine de l'ESSAT? C'est une réponse un peu chronologiquement, oui, si on regarde l'évolution du bâtiment, ce qu'a contenu le bâtiment, oui, mais évidemment, notre développement au cours de cette séance va montrer que la situation est un petit peu plus mitigée. Et donc, c'est ce qu'on va aborder. Alors, effectivement, tu le disais, le bâtiment, il nous faut remonter à 1889, où l'appellation originelle de l'École nationale d'art industriel était l'INAI. Alors, c'est un acronyme. Je ne sais pas s'il est correct, mais c'est celui. ENAI, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'on en parlait de cette manière-là à l'époque. On parlait vraiment de l'École nationale des arts industriels. Voilà. Oui. Et donc, il s'agissait effectivement de créer, pour l'État, de vivifier l'enseignement du dessin en province, de répondre à la volonté de Roubaix de créer des cours de dessin, d'ornement, d'histoire de l'art, et de développer l'enseignement du tissage. Alors, a priori, d'abord vers les applications d'ameublement. Et l'administration des Beaux-Arts accepta de demander au Parlement la création d'une école nationale, comme à Limoges. Alors, ça avait peut-être été évoqué hier, c'est-à-dire basée sur une mono-industrie. À Limoges, c'est la céramique. À Roubaix, c'était évidemment le textile. Alors évidemment, il y a des parallèles à faire entre l'école de Limoges et puis ce qui est devenu Roubaix. Alors la loi autorisant la création de l'établissement roubaisien fut actée par une convention passée entre la ville de Roubaix et le ministère de l'Instruction publique le 28 novembre 1892. Donc là, c'est l'origine sur le papier. Et donc, il faut retenir de cette chose que sa caractérisation d'école d'art nationale, d'école nationale d'art industriel, est une différence essentielle avec les écoles d'art, les autres écoles d'art qui vont être fondées à cette époque-là. C'est même une appellation, voire unique. Alors, il existe bien des écoles régionales d'art industriel, comme à Grenoble, mais aucune n'a connu l'ampleur de celle de l'école de Roubaix. Alors, l'établissement roubaisien a été transformé en établissement d'excellence par ce personnage que tu évoquais, qui a été l'objet de ma thèse, c'est-à-dire Victor Champier. Or, sa nomination dans cette école de Roubaix peut paraître très surprenante parce que ce n'est pas du tout un professionnel du textile. Les questions relatives à la fabrication du textile lui sont totalement étrangères. En revanche, il est parfaitement compétent sur les questions de l'application de l'art à l'industrie, sur les problèmes de l'enseignement des arts décoratifs, car ce sont des questions auxquelles il s'est consacré pendant
25 ans, sous forme éditoriale d'abord, mais sous bien d'autres formes. Et lorsqu'il prend le poste à l'école, alors c'est un homme qui a déjà quand même 51 ans, il est nommé administrateur et il est prévu qu'au bout de quelques années, il prendrait la direction de la manufacture de Sèvres, mais on se rend compte, alors, il devait partir autour de 1904, mais en tout cas en 1912, il est conforté à son poste, non plus comme administrateur, mais comme directeur d'établissement, et il finira évidemment sa carrière, c'est son décès qui met fin à sa carrière à l'école. Il est âgé alors de 78 ans et on va lui réserver des funérailles grandioses à Roubaix. Alors, on va évoquer quelques éléments biographiques parfaits avec un tableau de Jean-Joseph Wertz qui représente Victor Champier en train d'interpeller quelqu'un hors champ, donc dans l'action quand même, et dans le dialogue. Et c'est ce qu'il fallait évidemment à Roubaix pour essayer de maîtriser ce contexte très politique qui existait alors. Alors, Victor Champier est né le 3 octobre 1851 à Fleurs dans la Loire. Et il a suivi, alors c'est un élève précoce, le bac en poche à 15 ans. Alors je pense probablement qu'il est passé par la Martinière, l'établissement lyonnais, sans faire partie évidemment de ces nouvelles sections qui se sont développées, mais qui ont dû attirer son attention vraisemblablement. Et donc, comme on le dit traditionnellement, il monte à la capitale pour faire son droit, bien qu'il soit écartelé entre le droit et la littérature. Et puis, parallèlement, il intègre le secteur de l'édition avec l'écriture de dictionnaires, d'encyclopédies, qui lui permet d'approcher des personnalités artistiques du monde parisien, mais littéraire aussi, et de se constituer un solide réseau. Et avec l'apparition d'une presse spécialisée dans les arts, eh bien, il va trouver aussi des activités de salonnier. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça lui permet de prendre conscience que oui, pour les beaux-arts, les artistes des beaux-arts, il existe des salons, des prix, des récompenses. Mais pour beaucoup d'entre eux qui n'arrivent pas à passer les portes de la reconnaissance des académies des beaux-arts, c'est quand même le règne de la bohème. Et que pour ces artistes, c'est le déclassement social. Alors pourquoi pas être plus malin, ce système des arts, et essayer de former correctement des artistes qui pourraient évoluer dans les arts appliqués aussi, un domaine nouveau qui leur serait ouvert. Donc il estime que c'est un gâchis alors qu'il y a des besoins à couvrir dans la société qui sont importants. Il y a une demande d'art, ça doit faire partie du cadre de vie, et c'est un peu le travail quand même des arts décoratifs. Et donc il a une vision très pragmatique sur la fonction des arts décoratifs au sein d'une société. Alors à Paris, il collabore avec plusieurs revues, la revue L'Art, on va y revenir après. On y reviendra après. Alors, il est nommé secrétaire, fraîchement nommé secrétaire de la revue L'Art, donc en 1876, et il est séduit par une mission qui l'emporte de l'autre côté de la Manche. Il découvre en Angleterre le South Kensington Museum and College. Donc aujourd'hui, ça s'appelle le Victoria Albert Museum. Donc une structure qui a été complètement avalée par le Victoria Albert Museum, qui a recouvert l'ancienne architecture. Donc l'ancien Kensington se trouve un peu comme une espèce de naos, un trésor central autour de cette nouvelle architecture. Et alors, qu'est-ce que c'était le Kensington Museum and College? C'était un musée-école réservé spécifiquement aux arts appliqués, qui était connecté avec une structure intéressante parce qu'il était connecté à d'autres musées anglais, à Londres, à Édimbourg et Dublin.
Et il formait un vaste complexe autour duquel surgirent des écoles d'art. Donc voilà, il y a une implantation qui est assez intéressante. Et Champier décide, à son retour de voyage de Londres, d'entamer une campagne vigoureuse dans les colonnes de l'art pour la création d'un South Kensington Museum français. Et il va obtenir d'organiser une souscription nationale, parce que la question qu'il se pose, et qu'il pose d'ailleurs aux lecteurs de la revue, c'est pour trouver les originaux, par exemple, du mobilier de Boulle, où est-ce qu'on doit se rendre? Il n'existe pas de musée, les artisans ne peuvent pas se former. Et donc l'idée, effectivement, c'est parce que tout le monde ne peut pas aller au garde-meubles, on ne peut pas se contenter des reproductions des expositions universelles, il faut pouvoir étudier les artefacts, enfin les objets d'art décoratif qui sont d'origine, et pas des copies comme celles qu'on pourrait trouver dans les expositions universelle. Et donc sa campagne sera relayée par la presse pendant près de 2 ans et qui donnera à terme naissance à une structure qui n'était pas pressentie mais qui est créée, c'est la Société du Musée des Arts Décoratifs. Donc cette Société du Musée des Arts Décoratifs, tu vas trop vite. On peut revenir ouais. Donc, où en étais-je? Oui, la Société du Musée des Arts Décoratifs, en 1877, en lieu et place du nom qu'avait pressenti Victor Champier, puisqu'il avait parlé d'un South Kensington français, ça va devenir la Société du Musée des Arts Décoratifs. Et cette Société du Musée va provoquer un rapprochement et une fusion avec une autre société qu'on connaît sous l'acronyme du CBAA en 1882. Alors on parle aujourd'hui de l'UCAD, puisque la Société du Musée va provoquer la fusion et donner en 1882 l'UCAD, donc l'Union centrale des arts décoratifs. Donc, d'une certaine façon, Victor Champier participe à la concrétisation du musée des arts décoratifs de Paris, qui se veut un musée centralisé qui, comme Kensington, irait abreuver les différents musées et écoles situés en province. Il en devient même, Victor Champier, le secrétaire général, mais très rapidement, il prend ses distances avec les postes clés. Mais il reste extrêmement actif, toutefois, dans le cadre de cette société, parce que déjà, il se voue à une autre entreprise qui est la création de la revue des arts décoratifs. On y reviendra dans un instant, mais il n'en est pas à son coup d'essai en matière éditoriale, puisqu'il avait auparavant fondé un journal artistique. C'est un recueil annuel qui va être édité entre 1878 et 1882 et c'est une revue qui fait cruellement défaut à un lectorat qui est assez négligé par les éditeurs, c'est les artistes et les professeurs et les étudiants. La difficulté étant de convaincre un éditeur que l'opération pourrait être rentable. Bref, l'opus compile les principaux événements de l'année intéressant les diverses branches des beaux-arts, l'enseignement, les expositions, les musées, les manufactures. S'intéresse donc à ces éléments-là en France, mais aussi en province et à l'étranger. Donc un balayage assez large de toutes ces activités. Il contient aussi des informations pratiques sur l'administration des beaux-arts, des musées, des écoles, des salons annuels, des expositions universelles, des ventes de Drouot, des rubriques bibliographiques, nécrologiques, mais c'est aussi un instrument critique de l'immobilisme et la passivité des pouvoirs publics sur la politique artistique française. L'administration des beaux-arts est la plus étendue qui soit en Europe à ce moment-là, et il recourt à des études comparées, des statistiques,
sur les actions qui sont menées à l'étranger afin de mieux frapper l'esprit de ses lecteurs. Et donc, la revue a une existence certes éphémère, mais elle restera mémorable dans les esprits de l'époque, parce que c'est vraiment une mine d'informations qui fait pâlir d'envie l'administration des Beaux-Arts elle-même. Alors, j'évoquais précédemment l'UCAD, et j'y reviens, car Champier va entamer une forme de militantisme au sein de cette société. Alors, je reviens un peu brièvement sur l'UCAD et son ancêtre. C'est une société qui a été fondée en 1864. Encore un petit peu. Ah non, c'était bon. Voilà. Par une délégation d'artistes d'art décoratif français qui préconisait de longue date aussi la nécessité de créer un musée des arts décoratifs, mais qui n'avait pas réussi à obtenir les moyens, surtout que, sachant l'intérêt de cette société pour des objets d'art décoratif, il y avait eu une spéculation mercantile sur les objets, et donc les cours avaient grimpé, ce qui rendait infaisable et caduque la réalisation d'un tel musée dans les années 60, donc dans le sillon évidemment des expositions universelles, parce que évidemment sans la stimulation des expositions universelles, le renouveau des arts décoratifs en France aurait eu du mal à décoller. Alors, cette société voulait aussi instaurer des expositions périodiques et publiques, et elle voulait aussi fonder une école centrale des arts décoratifs. Et sa devise, c'était, comme vous le savez peut-être, le beau dans l'utile, qui est assez significative de la volonté d'injecter dans l'œuvre industrielle une composante d'art. Alors, il faut signaler aussi que malgré la refonte de l'UCAD en 1882, les loteries publiques et la campagne de presse lancée par Victor Champier, le musée a eu beaucoup de mal à sortir des limbes, car son inauguration définitive eut lieu en 1905, alors que les musées d'art décoratif en région étaient déjà opérationnels depuis plus longtemps. Alors, le musée était en fait un musée nomade. Le musée des arts décoratifs était nomade. Alors, au crédit de l'Union des arts décoratifs, il faut reconnaître que cette société a eu une certaine influence sur la création de l'École nationale des arts décoratifs en 1877. Vous voyez la chronologie, les rapports chronologiques. Cette école est consécutive à un remaniement de plusieurs écoles en vue de former des artisans et des artistes compétents. Elle préconise aussi la généralisation, je reviens à l'UCAD, préconise la généralisation de l'enseignement du dessin, à commencer par le secondaire dès 1878, puis dans le primaire sous Jules Ferry en 1880, et de facultatif, le dessin devient une discipline rendue obligatoire par la loi du 23 mars 1882, et donc s'impose dans tout le système éducatif. Et enfin, au crédit de l'UCAD, on peut évoquer aussi cette volonté de décentralisation de l'enseignement de l'art décoratif. Et c'est dans ce contexte de la refonte de l'UCAD que Champier décide de fonder la revue des arts décoratifs, dans laquelle il construit un corpus théorique sur la place des arts décoratifs dans la société, en plus, une société républicaine qui n'avait pas de style propre. On parlait des styles Louis XV, par exemple dans l'ameublement, et la Troisième République était incapable de se former un style à part entière, ce qui donnera plus tard évidemment l'Art nouveau, qui était censé correspondre à cette demande finalement de la Troisième République. Alors, la revue des arts décoratifs est une revue mensuelle qui est au début un organe déclaré de l'UCAD. Elle est éditée de 1880 à 1902, donc 22 ans de parution.
Elle s'adresse à un public de dessinateurs, d'artistes de l'industrie et aux fabricants, aux professeurs des écoles d'art et accessoirement aux amateurs et collectionneurs. Le but est d'éduquer et d'informer ce public en propageant évidemment les idées et les principes adoptés par l'UCAD sur l'unité de l'art. Et ça, c'est un terme évidemment important et intéressant. En favorisant évidemment le développement du dessin, le dessin étant la base angulaire de toute formation, que ce soit dans les beaux-arts, dans les arts décoratifs, etc. Et dans l'ingénierie aussi, finalement. Et donc les arts décoratifs du passé sont également mis en perspective dans la revue, avec la production actuelle à des fins comparatives. Et la revue est enfin l'écho de l'actualité nationale et internationale en matière d'art décoratif. On peut voir qu'elle est richement illustrée, avec des modèles qui sont utilisables par des étudiants, des enseignants, et de nombreuses écoles d'art y sont abonnées. Alors on a des portefeuilles aussi avec des reproductions couleurs qui peuvent être très détaillées. Il y a des pages sur l'évolution du meuble, etc., avec quasiment des plans de meubles. Donc c'est une véritable encyclopédie en fait des arts décoratifs. Et donc la revue actuellement est toujours regardée évidemment pour cette qualité-là. Et donc dans la revue, à partir des années 1890, Champier, alors là c'est un texte sur le pastel de Béranger qui a été écrit par Champier lui-même, et là je me permets une parenthèse avec le rôle de la femme, dont on comprend bien qu'elle devient un élément important dans la consommation et le commerce, puisque c'est elle qui tient le foyer, et donc il y a de nouvelles thématiques qui se développent évidemment sur la femme, et beaucoup d'expositions d'art décoratif qui envisagent ces thématiques. Alors, Champier, dans la revue, milite aussi pour l'ouverture des salons des beaux-arts à l'art décoratif. Et puis, évidemment, il est remarqué, son travail est remarqué par l'administration des beaux-arts. Il effectue et il va commencer à effectuer pour elle un grand nombre de voyages d'études à travers l'Europe, notamment les États-Unis. Par exemple, en 1889, il publie une vaste étude sur les industries d'art à l'exposition universelle de Paris. Bon, le voyage n'est pas très lointain, là, c'est Paris. Mais en 1893, il est délégué par la direction des Beaux-Arts à l'exposition universelle de Chicago. Et il est chargé d'une mission d'observation sur le développement des industries d'art sur le nouveau continent. Alors, il visitera les principales villes des États-Unis, New York, Boston, Philadelphie, Pittsburgh, et visitera les écoles d'art industriel, les musées et les usines. Et puis, en 1900, il est membre et rapporteur des comités d'administration et d'installation à l'exposition universelle de Paris. Donc, effectivement, les Beaux-Arts lui réservent quand même une place dans ses rangs. Alors, parallèlement à ces diverses activités éditoriales, son entrée aussi dans le ministère des Beaux-Arts, il devient chef des travaux d'art aux usines Muller et compagnie, avec là, vous voyez, un bas-relief d'Alexandre Charpentier. Et donc, c'est une mission qu'il va accomplir de 1895 à 1900. Alors maintenant, je vais revenir un peu en arrière pour évoquer le contexte des années 1880, qui est favorable à certaines avancées en matière d'art décoratif. Il faut se référer au gouvernement éphémère de Léon Gambetta. C'est un gouvernement bref, mais qui va ouvrir un poste de secrétaire d'État aux Beaux-Arts
avec le rang de ministre. Et donc ce secrétariat d'État aux Beaux-Arts est confié à un personnage qui est en fait un membre de l'UCAD, c'est Antonin Proust, et il souhaite ardemment la décentralisation de l'enseignement de l'art décoratif en province. Il entend introduire des sections d'art appliquées dans les écoles d'art de Paris, des départements, sur le modèle, cette fois-ci, de l'École nationale des arts décoratifs de Paris. Et son ministère s'apprête à transformer les écoles municipales, les anciennes écoles aussi de dessin gratuites, ou encore les écoles des chambres syndicales qui ont été ouvertes pour former les apprentis, en écoles soit régionales ou nationales d'art appliqué. Donc une quinzaine de centres d'art, d'écoles d'art vont naître, apparaître en province, comme par exemple à Limoges, où finalement c'est l'implantation du musée légué par Adrien Dubouché qui a permis la création d'une école pour la décoration de porcelaine en 1891. Alors, pour l'État, et cette période des années 80, c'est très bref, je ne vous ai pas donné toute... voilà, le gouvernement éphémère de Léon Gambetta, c'est du 14 novembre 1881 au 26 janvier 1882. Et malgré la brièveté de cette direction, eh bien, ce qui va être instauré par Antonin Proust va demeurer après. Et les écoles vont continuer de s'ouvrir en province. Alors il s'agit pour l'État simplement de prendre en charge le passage de l'artisanat à la production industrielle, tout en abolissant l'apprentissage patronal, qui n'est pas considéré comme étant efficace, puisque on apprend des gestes, mais on n'acquiert pas la connaissance finalement d'un métier. Et il s'agit aussi de concentrer les différents services qui sont liés aux arts et qui étaient éparpillés sous d'autres tutelles, comme le commerce, par exemple, pour les expositions internationales, les expositions universelles, ou voilà, sous l'enseignement technique. Donc il faut remettre une cohérence dans l'enseignement. Alors, j'ai présenté là rapidement le pédigré de Victor Champier avant son arrivée à Roubaix. Alors, quelle est la situation dont il hérite lorsqu'il arrive en 1902 à l'INEI? Alors, je vais quand même revenir à quelques précisions sur les origines de l'INEI. Roubaix, en fait, ne fait pas partie de la première vague d'écoles qui ont été créées par le gouvernement Gambetta, dont je viens de vous parler, mais grâce à un rapport établi par un filateur roubaisien qui s'appelait Carlos Delattre, Roubaix sera intégré à la deuxième vague. Ça nous ramène ça au 28 novembre 1880. Et c'est lui, Carlos Delattre, dont on n'a pas d'image, le représentant, qui entame les négociations aboutissant à la création de l'INAI sur le modèle de l'école des arts décoratifs de Paris. Donc au total, en France, 27 écoles de dessin vont bénéficier de cette loi. Alors, quelques mots sur le rapport de Carlos Delattre pour susciter justement la création d'une école à Roubaix. Il constate un certain nombre de faits. D'abord que les fils de patrons n'ont pas de formation sur place et doivent être envoyés au loin chercher les principes de leur métier sur la base d'une réalité locale qui n'est pas toujours transposable à la réalité roubaisienne. Et il faut également aller recruter des contremaîtres assez loin, à Verviers en Belgique, en Alsace, à Elbeuf. Et puis, la nouveauté dans le textile, dans la production textile, exige un renouvellement continuel des métiers, du matériel employé.
Donc il faut des ouvriers réactifs, capables de passer de la fabrication d'un tissu léger à un tissu épais, pour suivre le cycle des modes. Et les ouvriers qui possèdent à fond la maîtrise des cartons, et notamment du métier de jacquard est faible à Roubaix. Et puis, donc, effectivement, ces directeurs de filature et de tissage peuvent être recrutés ailleurs, à Mulhouse, Paris ou Lyon. Donc, voilà, il y a un manque drastique qui nécessite une formation ad hoc. Et c'est l'architecte Ferdinand Dutertre qui va élaborer le projet de loi en date du 1er juin 1882 pour la création de l'école roubaisienne. Alors, qui est Ferdinand Dutertre? C'est un Louvaisien qui est alors architecte du gouvernement dès 1882, après d'importants travaux réalisés pour la rénovation de l'hôtel de ville de Paris qui a été partiellement détruit par la commune. Il a également réalisé le Palais des Machines pour l'exposition universelle de 1882 et réalisé le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc autant dire que c'est un architecte qui est Grand Prix de Rome et qui est choisi pour être un architecte de l'INAI. Et il posera la première pierre en 1886 et le bâtiment sera achevé en 1889. Alors, à ce moment-là, avant que les travaux n'aient lieu et que la convention soit passée entre la ville et l'État, Lille était aussi en concurrence avec Roubaix pour la création d'une telle école. Mais les concessions importantes faites par les autorités municipales roubaisiennes font en fait la différence. Alors les concessions que Roubaix est prête à faire, elles ont été évoquées dans la deuxième image, mais j'y reviens très brièvement. Elle est prête à consacrer plus d'1 million de francs à l'installation de l'établissement. Elle fournit gracieusement le terrain qui est à proximité de la gare, un endroit stratégique. Elle s'engage à verser une subvention de 600 000 francs sur 6 ans pour la construction du bâtiment. Elle alloue une somme globale de 50 000 francs pour la réunion du mobilier scolaire, des collections de modèles, des instruments et des métiers indispensables au déroulement des cours. Et de surcroît, la ville offre les collections du musée des Beaux-Arts, alors c'était assez rudimentaire, c'était un musée assez peu attractif, plus les collections de la bibliothèque de la ville à l'État, donc la collection est estimée à 50 000 francs, plus une collection municipale de carnets d'échantillons pour tissus, qui est conservée dans la dite bibliothèque et qui est estimée à 100 000 francs de l'époque. Elle propose en plus une subvention annuelle de 40 000 francs pour les frais de fonctionnement. Alors, on est loin des budgets du South Kensington Museum and College qui bénéficiaient d'un budget annuel d'1 million, puisque là, c'est réparti quand même sur plusieurs années en ce qui concerne Roubaix, mais on s'en approche. L'idée, donc, à Roubaix est comme à Paris, de transformer l'existant, c'est-à-dire les écoles académiques de Roubaix, et de regrouper les enseignements municipaux, les fonds artistiques et industriels au sein d'un établissement unique. Et donc là, je peux passer le relais pour nous expliquer de quoi il s'agit. Alors la situation est déjà riche, je dirais historiquement, avant même donc la signature de cette convention. Je dirais même que le terrain a été largement préparé par de nombreux industriels qui se sont impliqués. Carlos Delattre, mais il est effectivement pas tout seul, lorsque effectivement les choses se mettent en place. Et pour remonter justement le fil, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut que je m'y habitue, je vais peut-être même enlever le masque. Tiens. Peut-être aussi un peu plus fluide. Donc nous sommes parvenus à remonter quand même à 1833 pour la création d'un premier cours de dessin, donc gratuit. Il faut rappeler
il était donc mis en place par Jean-Baptiste Cadet de Beaupré, qui a aussi donc une partie de sa carrière donc à l'école des Beaux-Arts de Lille. C'est un petit cours qui commence avec 25 élèves. Hein, alors Cadet de Beaupré est sculpteur, c'est là aussi encore une fois un personnage qui est originaire de Besançon, élève de Clodion à l'Académie royale de peinture et de sculpture, et qui vient donc nommé professeur de sculpture à l'Académie de Valenciennes d'abord en 1783, puis aux écoles académiques de Lille en 1800. Il faut imaginer que derrière cette création, qui n'est sans doute pas la seule, mais on a très peu de traces, dès 1837, la ville de Roubaix va créer une commission des écoles académiques qui compte déjà un certain nombre de grands noms de l'industrie locale parmi ses membres. Des noms comme Delahoutre, Cavrois, Grimont-Pré, Lecomte, Piat, Mourmont. Hein. Alors, ce ne sont sans doute pas que des industriels, mais certains de ces noms doivent vous dire, à mon avis, quelque chose. Et donc, pour un suivi très étroit donc, des enseignements qui ont cours. En 1842, on va créer une école municipale de dessin. La municipalité va l'installer dans un bâtiment situé Grand Place, avec une classe de boss, d'après l'antique ou d'après ou dite de tête également, une classe d'académie, une classe de grande tête ombrée, une classe de grande tête esquissée, et enfin, plus important là ici, une classe de dessin pour métier jacquard, dès effectivement 1842. En 1846, elles vont déménager rue du Château et elles comptent déjà 130 élèves en 1849. Donc on passe quand même en quelques années à des effectifs déjà assez remarquables. En 51, on change de direction, c'est Théodore Lepers, qui est architecte cette fois-ci, qui va remplacer Cadet de Beaupré. C'est encore là aussi un ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Paris. En 1852, on va créer un cours d'architecture et un cours de dessin linéaire, à savoir donc de perspective, hein, pour tout dire, et qui est pensé déjà à l'attention de maçons, de menuisiers, de charpentiers, de tailleurs de pierre, de serruriers, d'ébénistes ou de fondeurs et de marbriers. Autre point intéressant, 1851, vont être créés des cours de sciences physiques et de chimie qui avaient lieu à l'hôtel de ville les dimanches. Ils étaient d'abord payants, puis 4 ans plus tard, ils seront gratuits. En 1857, alors, ce cours de physique-chimie est important parce qu'il annonce déjà là aussi donc, les prémices des formations d'ingénieurs qui vont se croiser effectivement avec les formations d'art appliqué. En 1857, on va ouvrir une classe élémentaire pour l'enseignement du dessin de figures, de paysages et de fabriques. Donc là, on s'intéresse à un public de très jeunes élèves. En 1864, nouveauté, encore une fois, proche donc des enjeux vers la construction d'un enseignement plus technique et scientifique. La création de cours de mathématiques par Alexandre Federbe, qui va lui-même devenir enseignant à l'ENAI par la suite. En 1864, la création d'un cours de peinture et de dessin d'après la Bosse, qui vont marquer donc l'arrivée de Constantin Mills, une figure artistique locale. À cette époque-là, le rôle des enseignements est pris vraiment très très au sérieux par la municipalité. Elle va créer d'ailleurs une commission de surveillance et les membres du conseil municipal, le maire également, vont constituer chaque année donc le jury qui, à partir de l'exposition des travaux donc des élèves pendant un mois, va donc constituer le modèle donc d'évaluation qui va perdurer d'ailleurs avec l'école donc nationale des arts et industries textiles, un système qui d'ailleurs permettra donc de faire venir donc des membres prestigieux de l'UCAD, des inspecteurs, des directeurs, des sous-directeurs d'État aux Beaux-Arts ou à l'enseignement technique, des inspecteurs généraux des arts appliqués, effectivement de la création là aussi de cette spécialité. Il y a entre-temps des déménagements en 1865 dans les nouveaux bâtiments de la mairie, mais qui n'est pas encore la mairie actuelle, qui elle date de 1911, donc des époques là aussi différentes. Dès 1868, on va organiser les premiers travaux sur machine. Donc là, de la conception, on passe à la fabrication concrète dans le droit fil, tout simplement, donc de ce qui est élaboré au préalable. On met en place aussi une commission de surveillance et le conseil municipal va voter donc, des crédits pour l'achat d'un matériel complet, donc un métier jacquard, un métier à la marche, des harnais, 4 euros, des chaînes et des trames, etc. En 1872, l'abbé Vassar va créer donc, le cours de physique-chimie.
l'abbé Vassar est encore un enseignant dans les premières années d'existence de l'ENAI. Il fera œuvre dissident d'ailleurs en créant donc un institut privé, l'ITR, l'Institut technologique de Roubaix, qui donnera lieu à comment il s'est transformé déjà l'établissement, c'était quoi le nom de l'ITR par la suite? Je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. Il a déménagé à Villeneuve-d'Ascq, pardon. Puis à Lille, et il a été absorbé par HEI. D'accord, voilà, HEI. En 1874, Constantin Mills, que j'avais déjà cité, va devenir directeur des écoles académiques de peinture. 1876, création d'un cours de chauffeur qui est dirigé par un ingénieur en chef de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur du Nord, Édouard Cordon. Il se trouvait alors donc rue du Vieil Abreuvoir à Roubaix. Le Conseil va aussi voter la création d'un cours public et gratuit donc de géométrie descriptive, de mécanique appliquée et de dessin de machines. En 1876, d'autres crédits sont votés pour la création d'une école de tissage et de teinture. En 1878, les cours qui étaient alors payants la journée seront gratuits le soir et réservés aux ouvriers qui étaient désireux de se perfectionner. Donc voilà, sur cette première étape, donc vous voyez, il y a matière, hein, et tout va être réuni globalement de manière un peu plus théorique, hein, à partir de la création tout simplement, d'abord du projet de loi qui aboutit en 1881 à la création donc, de l'École nationale des arts industriels, avec son décret, et à la signature donc, de la convention entre l'État et la ville de Roubaix, juste à la suite, tous ces enseignements, donc, les enseignements constitutifs donc, de l'école sont donc les suivants. Ils reprennent peu ou prou, mais avec quelques petites légères modifications. Donc des cours d'histoire de l'art et de l'art industriel, de peinture et de bosse, des académies de tête, d'ornement, des sections de dessin élémentaire, des sections d'architecture, de mécanique. Et donc ça c'est pour la partie artistique. Pour la partie plus technique, donc des cours de mécanique appliquée, de géométrie descriptive, de dessin de machine, de menuiserie, des petites nouveautés, de mathématiques, de géométrie, de dessin linéaire, de physique de chimie, de tissage et de teinture. Voilà. Alors, les premières années de fonctionnement vont amener quand même donc, des transformations. Bien sûr, on s'installe dans le bâtiment de Ferdinand Duterte et on réorganise les cours assez rapidement par nécessité, et ce par niveau essentiellement, donc répartis entre des cours préparatoires pour les plus jeunes, des cours élémentaires qui là sont directement donc, en train de préparer donc, l'accueil tout simplement donc, d'étudiants dans les cours supérieurs. En 1891, on va créer un cours de sculpture avec Eugène Ollet. 1896, un cours de filature et de peignage. Et enfin, en 1899, des cours d'art pour les jeunes filles qui font leur entrée donc, à toute fin de cette période donc, on va dire de transition. Voilà. Donc du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Donc l'équipement va beaucoup évoluer dès l'arrivée de Victor Champier. Donc, je te cède la parole parce que la situation, elle est loin d'être aussi idyllique qu'on pourrait croire à travers cette chronologie. Oui, la déception de l'État sous le directorat de l'ancien administrateur de l'école, qui était M. Verlet, qui était sans doute un peu diminué par la maladie. La déception de l'État est grande parce que l'école se vide, il y a une perte d'effectifs assez drastique, et ce sont plutôt les cours du soir qui sont fréquentés parce qu'évidemment les étudiants ont du mal à trouver l'argent qui leur permettrait de suivre les cours du jour, donc ils sont astreints au travail, et donc ce sont les cours du soir qui ont davantage de succès. Et puis surtout, elle a cet établissement concurrent, l'Institut technique de Roubaix, qui a été fondé par l'abbé Vassar, donc professeur dissident effectivement de l'école de l'INAI. Et donc, c'est vrai que les objectifs de cet institut étaient assez proches de celui de l'École nationale, à ceci près qu'elle excluait totalement les enseignements artistiques, mais revendiquait la formation des cadres de direction des usines
au sein des différentes branches de l'industrie. Donc, réclamer aussi la formation des ingénieurs et des techniciens du textile. Alors, les atouts de Champier pour assumer ce poste dans ce contexte un peu morose, c'est que, d'une part, il est identifié par le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts grâce aux missions qu'il a effectuées au cours de la décennie 1890, et son engagement dans l'art décoratif est connu. Et puis, on le sait, diplomate et homme de médias. Ça, c'est évidemment des vertus pour une bonne assimilation locale. Parce qu'il sait ménager la chèvre et le chou, manier le glaive et la rose quand c'est nécessaire. Bref, il est perçu par le ministère comme un homme providentiel et il est nommé administrateur de l'école le 1er mars 1902 par arrêté ministériel. Et de fait, lorsqu'il sera en place, il va rechercher le soutien local auprès des industriels, des chambres de commerce et des chambres syndicales pour mettre en place un conseil d'initiative et de protection interne à l'école, et cela dès 1903. Ce conseil lui permettra de lancer en quelque sorte un audit sur les besoins de l'industrie, les besoins de la formation pour la refonte des cours de l'école. Donc, de là va sortir une douzaine de nouveaux cours. Et je pense que là, tu peux nous donner quelques informations. Je reviens juste sur les premières années de fonctionnement. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, je vais juste évoquer donc la situation de l'équipement même donc de l'école, avec une bibliothèque qui a été, comme vous en doutez, fondamentalement enrichi par le fonds même de la municipalité, et un auditorium, un amphithéâtre d'honneur plutôt, parce que, il s'agit là donc d'un espace un peu particulier que Victor Champier sera amené d'ailleurs à moderniser dès avant même 1908, me semble-t-il, en imaginant donc des premières projections donc de photographies sur écran, mais également de films, dont des films sur donc de certains artistes contemporains pour l'époque comme Rodin, etc. Mais avant ça, il va lui-même donc regrouper réorganiser donc l'école par section, là, cette fois-ci, entre donc les cours d'art, les cours de technologie et puis les cours spécifiques d'industrie textile. En 1903, les cours supérieurs de composition décorative appliqués au métier sont mis en place à sa demande, en faisant intervenir ici un autre personnage clé dans l'histoire de l'école, mais aussi de l'histoire de l'école, je dirais, à l'échelle vraiment nationale. C'est Paul Dugas, on en a un peu entendu parler hier. Il est plus connu à Roubaix sous le nom de Paul Stext, son nom d'artiste, présent dans les collections du musée de Roubaix. C'était un des premiers inspecteurs de l'enseignement du dessin, d'abord régional, notamment dans l'académie de Caen, et c'est lui qui va obtenir donc en tout cas, nommé sur le premier poste donc d'inspecteur général donc des arts appliqués en France. C'est quelqu'un qui était convaincu, même si l'appellation de ces cours là ici n'est pas très évidente pour nous, que les cours de composition décorative doivent être orientés vers des applications spécifiques selon la diversité des métiers. Et donc forcément son arrivée à Roubaix, à la fois pour l'enseignement des industries textiles, mais aussi pour les autres branches d'art appliqué qui existent dans l'école, est en réalité un événement en soi, véritablement. Que dire encore sur cette question? Donc, je passe là ici, j'ai un peu avancé. Je vais zapper ça. Donc, la réorganisation de Champier, là, sur ces différents pôles, on va dire, c'est vraiment la première fois que se met en place une notion de formation. Elle va s'affirmer
avec la définition de parcours croisés selon la spécialisation d'origine et avec des diplômes correspondants. Donc les élèves de tissage, par exemple, devaient impérativement suivre les cours de composition décorative ainsi que d'autres, effectivement, donc cours plus techniques. Si certains élèves des cours artistiques, à l'époque, trouvaient déjà de quoi se préparer peut-être au concours d'entrée de l'École nationale supérieure des beaux-arts ou de l'École des arts décoratifs, l'objectif principal donc, pour Champier à l'époque, c'était de former autre chose que des artistes, mais vraiment des artistes donc, liés au fonctionnement donc, des industries. Et donc on avait effectivement des enjeux beaucoup plus pragmatiques qui permettaient donc de se construire des profils de métiers comme celui de peintre-décorateur, d'architecte-décorateur ou ensemblier, de sculpteur d'ornement avec des applications en ébénisterie, etc. Et aussi et surtout, donc, puisque c'est un des grands secteurs donc développés donc dès l'origine, celui donc de dessinateur textile. Voilà. Cette spécialisation va se renforcer forcément avec le rattachement de l'école un peu plus tardif à l'enseignement technique. Alors en 1914, effectivement, les choses se compliquent. Les Allemands, donc, lors de l'occupation ici, vont dépouiller littéralement donc les équipements de l'école. Donc on démantèle les machines, on démonte les tuyauteries, à la réouverture après-guerre, ce qui est surprenant, c'est qu'au-delà de la loi Astier, qui va permettre donc à cette période-là donc d'imposer aux industriels de laisser les plus jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans d'accéder à des cours gratuits et obligatoires. Donc ça, c'est aussi une étape importante, intermédiaire. On s'aperçoit que dès 1921, l'État va confirmer que Champier a atteint ses objectifs, de créer une véritable université textile, tout simplement. Et alors que en quelques temps, il a dû se débrouiller pour moderniser intégralement donc les équipements, en fait pour les remplacer, donc si bien que cette période de guerre et de désastre a été aussi un moteur finalement pour mettre en place des machines beaucoup plus actuelles, puisque les choses évoluent aussi très 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 rapidement. Voilà. Le décret de rattachement à la direction générale de l'enseignement technique date de 1926. Il va effectivement donc accélérer également les choses jusqu'au directorat donc, de Johannes Chaleyer, qui effectivement remplacera donc Champier donc suite à son décès, et qui va clarifier le statut de l'école avec une réorganisation donc par section et niveau d'enseignement, cette fois-ci une double correspondance avec une section spéciale, une section d'art appliqué, une section préparatoire. Sur cette période, elle se termine effectivement en 1939 avec un événement, la fermeture du musée. Alors, on n'aura pas l'occasion d'aller très très loin là sur cet aspect-là des choses, parce que le temps passe vite, mais je présente quand même très rapidement la structure générale finalement donc des enseignements qui correspond assez bien à l'ensemble donc de cette période, avec pour les enseignements artistiques, tout comme pour les enseignements scientifiques et techniques, d'abord et avant tout un niveau préparatoire. Pour les enseignements artistiques, 3 spécialités vont s'affirmer, celle du modelage et de la sculpture, celle de la composition décorative, celle de l'architecture et de la construction. Alors bien sûr, toutes les sections confondues avaient l'obligation de suivre donc, des cours d'histoire de l'art, mais les options évoquées donc, précédemment étaient les suivantes, donc avec des cours de composition décorative appliqués aux industries textiles et des ateliers d'art décoratif ou d'architecture qui effectivement pouvaient croiser certaines de ces grandes spécialités. Pour les enseignements scientifiques et techniques, on va voir qu'effectivement les choses sont déjà assez complètes entre des cours de mathématiques, de physique générale, de chimie et de mécanique générale. Et les industries textiles vont elles-mêmes donc se développer. Victor Champier use justement donc de ses réflexes éditoriaux pour d'ailleurs mettre l'accent sur cette partie-là donc des enseignements de l'école, avec donc ceux de dessin d'art textile, de mise en carte, de filature et de peignage, de tissage, de teinture, d'impression et d'après, et de mécanique appliquée.
la question de la filature et du peignage était un des maillons, un des chaînons manquants en fait dans toute la chaîne donc industrielle textile. Elle avait ouvert ses portes juste avant l'arrivée effectivement là aussi de Victor Champier. Hop. Bon, quelques illustrations là ici pour que les choses passent effectivement de manière plus, on va dire, plus légère. Hein, elles ne font que mettre en évidence une iconographie qui rappellera effectivement ce qui a été présenté. Donc là, forcément, donc les cours de dessin, dont cette photographie d'Émile Bouzin juste avant son départ en retraite montre donc l'ampleur tout simplement de la production. Quelques photographies d'époque montrant effectivement les différents exercices correspondant aux enseignements précités, donc des exercices de rentrage par les élèves, des exercices de composition d'armure, de peignage, de percement donc des cartons, de piquage, des cours de construction d'armure, des ateliers de teinture et des tests de solidité du fil. On voit que c'était déjà bien tendu à l'époque. Voilà. Les cours d'art textile d'après nature et le parc, une version plus actuelle forcément comme vous l'aurez compris juste à côté, qui là aussi étaient donc des cours qui vont amener à d'autres aménagements, et notamment l'installation d'une serre ainsi que d'une volière. J'ajouterai simplement au passage que au-delà effectivement au-delà effectivement donc de permettre donc d'entretenir toute une végétation à orientation, on va dire, pédagogique. Hein. Il y a des plantes tinctoriales, il y a des fibres textiles, il y a d'autres plantes qui effectivement jouent un rôle dans la chimie tout simplement même, donc de la fabrication ou du traitement tout simplement donc des étoffes ou du fil. Ces plantes vont effectivement donc servir de modèle à la fois d'observation pour ensuite effectivement passer à des approches de stylisation, de synthétisation des formes, etc. Voilà ce qu'on découvre effectivement dans les applications donc des dessins que vous voyez juste en dessous et de leur traduction effectivement dans des travaux là ici de tissage. Voilà. Les cours artistiques donc dans les grands ateliers de l'étage, le bâtiment qui effectivement se trouve derrière la façade principale sur laquelle je reviendrai et qui n'a que pour fonction quasiment que d'accueillir les collections, le musée hein, donc, de l'époque. Les cours du soir de la section élémentaire, les cours de composition décorative avec les jeunes filles et ceux de dessin d'études en plein air, effectivement, qui étaient donc quelques iconographies, quelques éléments d'iconographie exploitables. Bon, voilà comment les choses effectivement se répercutent dans les travaux, hein, entre effectivement donc, travail d'observation et puis travail d'interprétation, de recomposition. Voilà, ici des exercices beaucoup plus spontanés, hein, donc pris sur le vif, ou de stylisation, puisqu'on sent effectivement nettement donc, que cet enseignement va subir de plein fouet la tendance principale qui s'affirme dans les années 20-30, celle de l'art déco, avec donc là ici notamment donc, ces espèces de grues, j'imagine, dans le travail de sculpture en bas, quand d'autres exemples vont frôler davantage donc, des approches plus orientales dans la création de motifs comme pour ce marteau de porc. La sculpture stylisée, là aussi, dont effectivement les photographies, mais également quelques pièces qui restent encore dans les murs de Lancette. Là ici, ce rapace se trouve à la bibliothèque donc, de Lancette. Des travaux d'architecture qui, à cette époque-là, même s'ils sont animés en partie par Pierre Neveu, donc le père de Gilles Neveu, qui avait largement à cette époque, dans les années 30, donc pris un tournant moderniste dans sa pratique même donc d'architecte. L'autre grande vogue, tout simplement, donc de l'époque, c'est celle du régionalisme que l'on sent très nettement, ne serait-ce qu'à travers les intitulés des exercices. Créer un musée d'art flamand, on sent quand même une accroche très locale. Voilà, donc d'autres productions là ici dans un style art déco plus proche d'un classicisme monumental dans les années 30 que d'une approche, on va dire, éclectique et ornementale qui relève plutôt des années 20. Je reviens donc sur la façade de l'école pour parler du musée. Combien
de temps nous reste-t-il à peu près? Parce que 10 minutes. Bon, bah alors on va faire très très vite. On va faire très très vite. Je vais passer à la suite. La question des musées, elle était une des grandes caractéristiques quand même donc, de cette fameuse convention signée en 1882. Mais les espaces dévolus à la présentation des œuvres et des collections, et puis d'accueil du public, existaient déjà, en tout cas avaient déjà été enrichis de par effectivement le transfert des collections municipales dans l'école nationale. Et ce statut est très important parce qu'il se répercute là aussi sur le statut même donc, des collections. Je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes dans un musée municipal, qu'une bonne partie du fonds de la piscine relève au moins de ce qu'on aura pu récupérer après sa fermeture en 1939 dans un premier temps, puis sa désaffection totale et définitive et unilatérale d'ailleurs de l'État qui se désengage complètement. Donc là, il y a une rupture effectivement dans le fil de la Convention, et qui va d'ailleurs jouer un rôle non négligeable dans une sorte de creux de vague de la filière art appliqué, même si d'une certaine manière les ingénieurs vont s'appuyer sur d'autres ressorts pour finalement un développement un peu plus affirmé après la Seconde Guerre mondiale. La perte de ce musée est un coup d'arrêt, puisque les formations en art appliqué dépendent énormément justement de l'existence, donc de la présence de toutes ces pièces. Alors je ne vais pas insister effectivement sur, on va dire donc l'histoire de sa constitution. Là, les quelques exemples que je vous montre appartenaient donc au fonds initial donc, du musée, qui s'était développé essentiellement à partir de 1862 vers les Beaux-Arts, avec cette commande là ici d'un portrait de Jacquard par Eagle, qui est une des premières attributions de l'État, bien entendu. Donc on continue à développer ce qui a été mis en place dès 1835 par l'archiviste et bibliothécaire qui s'appelle Théodore Le Ridan, et qui est vraiment à l'origine de la constitution donc, du fonds embryonnaire qui a donné naissance au musée, et qui effectivement avait été mise en place essentiellement pour permettre aux industriels locaux de sécuriser le modèle de tissage et de dessin qui était appliqué à toutes les étoffes. C'était une sorte on va dire mise en place de ces conseils des prud'hommes, si vous voulez, qui permettaient aux industriels de verser donc régulièrement donc le fruit de leur production sur la forme donc d'échantillons regroupés dans de très très gros albums qui sont présentés, en tout cas à la fois stockés et présentés à l'étage tout simplement donc du bassin. Alors je ne vais pas revenir en détail sur leur constitution, mais ce fonds était déjà à l'origine considérable. Il va être enrichi dès les premières années d'existence donc du musée par des dons effectivement donc des écoles académiques, mais de l'État qui effectivement pour Jean-Joseph Huert, là ici j'ai pas le détail de son arrivée, mais voilà, est déjà un artiste qui avait été soutenu par la ville de Roubaix dans son parcours, poursuivi aux Beaux-Arts de Paris, et qui effectivement quelques années plus tard fera lui-même don de son fonds d'atelier en 1924 si je ne m'abuse. Oui, à la ville de Roubaix, et la ville de Roubaix va déposer en fait ce legs au musée. En mairie à l'époque, puisque c'est une autre collection qui sera réunie par la suite. Donc bien sûr, les premières acquisitions et les premières attributions de l'État, elles sont un peu stratégiques. C'est des thématiques florales, que l'on retrouve dans le tableau de Chazal, là, le tombeau de Gérard Van Stedonck. Plus surprenant quand même, c'est l'arrivée de cette toile d'Ernest Coste, plutôt post-impressionniste, et qui montre que déjà, malgré tout, l'État, même timidement, avait fait l'acquisition de quelques œuvres qui s'éloignaient quand même donc, de l'académisme général, qui était déjà largement critiqué. Des cartons à la fois pour des mosaïques ou pour des tapisseries, donc les deux panneaux de part et d'autre sont d'Olivier Merson, et avaient donné naissance donc à une mosaïque, micro-mosaïque, qui décorait l'entrée du pavillon des manufactures de Sèvres pour l'exposition de 1889, me semble-t-il. Au centre, c'est un
carton de tapisserie qui, donc, pour cette page-là, présente quelques exemples tout simplement d'attributions en faveur du musée national de Roubaix, venant tout simplement donc du mobilier national. On achète effectivement des dessins, ou on reçoit des dessins. Alors forcément les industriels locaux ou les grandes personnalités artistiques comme Gustave Nadeau là ici, ou les héritiers donc de certains artistes comme ceux de Victor Galland vont enrichir là aussi un fonds d'art graphique considérable. Alors il faut savoir que Champier avait des liens très très étroits avec Galland, qui était quand même des grandes figures donc des arts décoratifs, qui avait travaillé sur de nombreux chantiers, y compris celui de l'Hôtel de Ville de Paris. C'est très certainement suite à ces conseils que les héritiers vont s'orienter vers Roubaix pour effectivement donc amener ce fonds à arriver. Alors, quand Victor Champier arrive, malgré la petite présentation que je viens de vous faire, il ne peut pas sentir ce lieu en réalité. Et dès 1902, il va obtenir effectivement de la part de l'État des efforts un petit peu plus appuyés, et va trouver des solutions assez géniales, tout simplement, pour, sans une ligne budgétaire, étoffer les collections, ce qui est quand même presque miraculeux. Et c'est là où son réseau relationnel fonctionne très très bien. Voilà une vue du musée autour de 1910. On peut imaginer quand même que d'un coup là, alors qu'il n'y avait pas grand-chose avant son arrivée, il y a déjà plus de place pour montrer peut-être d'autres choses. Et encore, il en trouvera. Alors d'autres vues là, donc ici, le rez-de-chaussée était essentiellement consacré aux pièces les plus lourdes, pour des questions évidentes, donc les sculptures monumentales, les objets décoratifs de Sèvres, etc. L'étage, lui, sera intégralement réservé donc au musée textile, puisqu'il fonctionne de manière un peu différente, et qui est le seul niveau, on va dire, terrain sur lequel finalement des acquisitions vont être fléchées avec une ligne budgétaire qui, elle, sera effectivement exponentielle tout au long tout simplement de son directorat. Le reste, il faut se débrouiller. Alors on fait appel aux dons des artistes, des professeurs, etc. Et au-delà de la générosité de l'État, ce que Champier va faire, c'est bon gestionnaire quand même, c'est que il a un fonctionnement global, et il se débrouille pour que effectivement les cours soient à la fois perfectionnés et que effectivement une partie de ses budgets lui permettent de faire l'acquisition, notamment donc de nombreux moulages qui vont lui permettre de créer dès 1904 donc un véritable musée de l'histoire de l'art comparé. Et c'est à cette époque-là qu'on fait carrément recouvrir la cour intérieure parce qu'il y a plus de place dans le bâtiment. Donc vous voyez, c'est au bout de 2 ans seulement après son arrivée. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Les images qui vont suivre vont d'abord montrer quelques exemples de la générosité de l'État, mais très vite, après 1904, la source se tarit. C'est d'ailleurs essentiellement en faisant jouer ses relations auprès des manufactures de Sèvres. C'est un des grands copains d'Alexandre Sandier. Il était censé reprendre. Voilà, il était censé, donc forcément les relations étaient plus qu'étroites, et donc vont arriver en masse presque, j'ai envie de dire, en plusieurs étapes, en 1902, 1903, 1904, et encore d'autres étapes en 1907, des pièces qui sont constitutives, donc on va dire là aussi donc des ensembles les plus représentatifs donc des collections actuelles donc du musée, à la fois des pièces décoratives de taille modeste pour des vases, mais aussi d'autres pièces monumentales, voire de décors architecturaux, comme ceux que vous voyez ici. Alors je les passe sans citer les noms, et pourtant ils sont nombreux. Juste un petit focus quand même sur une des pièces maîtresses donc du fonds actuel, donc le portique d'Alexandre Sandier, donc qui était fameux lien étroit avec les manufactures, qui était donc directeur des travaux d'art à l'époque donc à Sèvres, et qui réalise en 1913 donc ce portique pour décorer l'entrée de la bibliothèque du Pavillon français pour l'exposition universelle qui s'était tenue à Gand cette année-là, donc en Belgique. Immédiatement après l'exposition internationale, l'ensemble doit être démonté, installé au musée. On ne sait pas trop, puisque les quelques images que je vous ai montrées, en gros, sont quasiment les seuls documents de mémoire que nous avons de ce musée. Alors, j'ai pas de chiffres à vous donner,
Mais on continue effectivement à déployer donc ce fonds qui effectivement finit par se répandre à l'extérieur. Donc ce que nous montre là ici par exemple le tableau d'Émile Bouzin. Beaucoup de ces céramiques résistent parfaitement donc aux intempéries et donc vont être installées dans un parc, on va dire un véritable jardin de sculpture avec quelques-unes des pièces maîtresses là ici donc le bûcheron de la forêt de la Londe que vous avez là-haut et le grand paysan d'Alou en dessous, donc Richer d'un côté et d'Alou en dessous, et qui font encore partie donc des pièces les plus importantes. Émile Bouzin continue effectivement donc à nourrir régulièrement donc les collections de ses propres travaux. Les artistes locaux comme Hector Lemaire et d'autres qui vont suivre renchérissent, et Victor Champier montre lui-même l'exemple. Alors même s'il n'est pas artiste, il est un grand collectionneur et il va effectivement, dès son arrivée, tout simplement permettre à ce fonds, là encore une fois, de s'étoffer, notamment à travers cette pièce absolument remarquable du Chant du Cygne de Philippe Wolfers, qui est donc un nom de Victor Champier. Gustave Debry, là, avec cette pièce monumentale donc, sur un sujet rural, des chevaux de trait, mais traité dans une atmosphère plutôt romantique, assez mouvementée. C'est une pièce monumentale là aussi, donc dont Debry se sépare sans doute aussi pour des raisons pratiques, c'est que ça prend de la place dans un atelier. Voilà, et ces dons vont se poursuivre effectivement largement jusqu'aux années 20-30, au-delà même du directorat de Victor Champier, avec par exemple là ici cette Diane Chasseresse d'Harry Bitter. Le fonds textile s'enrichit là aussi de créations beaucoup plus actuelles, donc là ici avec donc des propositions signées de Raoul Dufy ou d'Édouard Benedictus jusqu'à la fin des années 20 et début des années 30, puisque les abonnements finalement sont renouvelés chaque année et donc permettent à ce fonds là aussi de devenir absolument gigantesque. Les héritiers d'artistes qui décèdent là aussi dépose, lègue au Musée national certaines parties du fonds d'atelier. Donc c'est le cas de Pierre Roche par exemple, là ici sur ce retable de la Délivrance, sur des éléments beaucoup plus décoratifs comme les carreaux que vous avez là sur le côté gauche. Puis des dons toujours liés à la générosité de certains propriétaires, de ce fameux moine de Théodule Ribaud, de cette vue de Venise de Félix Ziem, légué par son épouse, sa veuve, en 1912, me semble-t-il. Et puis, donc, l'arrivée en masse d'un fonds de collection à part entière, donc l'ex-Solos. Solos était un industriel local qui n'avait pas d'héritier et qui avait fait l'acquisition de pièces absolument magistrales qui toutes seront donc versées à l'époque, donc en 1924, au Musée national. Alors c'est qu'un florilège de cette collection, qui n'est d'ailleurs pas présentée dans son intégralité dans le musée, mais qui nous permet quand même d'imaginer, donc tant sur les sujets que sur les formats monumentaux, comme pour les esclaves à vendre ou pour l'autre œuvre emblématique des collections donc, de la piscine, le fameux combat de coq en Flandre de Rémi Coge, sont des éléments clés à travers lesquels finalement, donc, une petite répétition, Champier finira par, le musée, lorsqu'il récupérera effectivement donc l'essentiel de ce fonds, n'aura qu'à choisir pour constituer un parcours chronologique, thématique, qui effectivement est distribué autour du jardin. Alors pour conclure peut-être sur cette période quand même fastueuse, je te laisse prendre la suite. Oui, alors là aussi je vais faire un petit raccourci. On va retenir quelques dates clés. Ça va ? Alors, en 1808, l'école est couronnée de succès, puisque tous ces aménagements sont très efficaces. Et lors d'une confrontation internationale, franco-britannique, entre 11 écoles, alors c'est une manifestation qui est organisée par la Société d'encouragement à l'art et à l'industrie. Et cette confrontation se déroule à Londres. C'est l'école de Roubaix qui obtient le grand prix. Un diplôme d'honneur est attribué à l'administrateur, donc à ce moment-là c'est Victor Champier, et plusieurs médailles sont offertes à ses principaux professeurs pour la qualité de leur enseignement, dont une médaille d'or à Paul Steck. 1808, c'est aussi, tu parlais d'une projection, il y avait
nouveauté en fait de l'enseignement aussi, c'est l'utilisation, donc c'était la venue du critique d'art Marius Vachon, qui est reçu à l'école pour une causerie sur les artistes chez eux, mais qui était combiné à la projection de vues cinématographiques qui faisait défiler sous les yeux des auditeurs le sculpteur Jean-Léon Gérôme, qui modelait la joueuse de boules présentée au salon du 1906. On voyait Carolus Durand exécuter le portrait d'un jeune homme en plein air, Alfred Roll peignant un cuirassé, et puis d'autres images qui mettaient en scène des artistes comme Gervex, Dupré, Bougreau et Rodin en train d'exécuter leurs œuvres les plus célèbres. Donc là, c'était quand même une nouveauté pour 1908. L'école connaît une grande notoriété, alors que en 1808, finalement, d'autres écoles comme celle de Limoges sont en crise et Roubaix se maintient brillamment. Alors en 1911, avec le pavillon Exposition internationale du nord de la France, elle crée un pavillon. Vous voyez à côté une affiche de Paul Stett. Et puis 1925, pour l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris, l'école conçoit un stand au sein du pavillon Roubaix-Tourcoing, où sont présentées quelques étoffes et sculptures dont on a du mal à s'en rendre compte là sur ces images. Et évidemment, il y a des tas de délégations étrangères, notamment anglaises, qui viennent visiter l'école. Donc elle a une bonne réputation au niveau européen. Alors au-delà de la réalisation d'un South Kensington Museum roubaisien, Champier a contribué à faire de Roubaix un foyer artistique, puisqu'il voulait que finalement l'école, les parties du musée soient pour les élèves, mais que l'école soit aussi un agrément pour le public. Ça ne devait pas être uniquement un endroit noir, gris, industriel. Et vu les dons faits par la ville, il fallait effectivement que tous les Roubaisiens puissent en profiter. Mais évidemment, l'école sera dévastée par les guerres. Pendant la Première Guerre, Victor Champier, qui tient l'école ouverte, va défendre son établissement à être traduit devant un conseil de guerre. Les machines ont été totalement détruites. Et dans le cadre, dès 1920, Champier obtient de l'État une attribution d'1 million de francs à valoir sur les dommages des guerres pour disposer d'un matériel plus performant et moderne. Donc on voit que Champier a été un promoteur zélé de l'union de l'art et de la science, qu'il a expérimenté avec succès à Roubaix, mais que la fin de son directorat marque un tournant plus scientifique de l'enseignement, école qui était devenue supérieure en 1921, relève presque d'un enseignement technique en 1926, avec l'apanage d'une grande manufacture qui serait armée pour la défense du commerce extérieur et de l'industrie française. Mais évidemment, la fin de ce directorat de Champier amorce aussi cette fameuse marginalisation, je vais y arriver, des formations en arts appliqués, avec l'éclatement de l'école et de son musée, musée qui n'a pas survécu, comme on l'a vu, à la Seconde Guerre, et dont une partie est hébergée maintenant à la piscine. Et puis, on a le pôle donc, de l'Ancet, qui forme désormais des ingénieurs textiles de haut niveau dans une rue qui a été rebaptisée, évidemment, au nom de Louise et Victor Champier, Louise étant la fille de Victor, qui a été également élève à l'INEI. Voilà. Merci Sylvie, merci Alexandre pour cette vaste érudition. Est-ce qu'il y a quelques questions peut-être dans le public ? On va faire très vite parce qu'on a pris parce qu'il y a beaucoup de temps. Une intervention qui est prévue juste après, mais ça n'empêche pas de prendre une ou deux questions peut-être. Surtout pour profiter de la présence de Sylvie Hacheret, puisque elle nous fait l'honneur de sa présence, mais elle était très très occupée, et donc du coup, c'était un plaisir. Replonger dans ses sources, ça a été aussi une belle aventure collective. On a passé quand même pas mal de temps. Attends une seconde. Ah, tu vas pas y échapper. Ah ouais. Merci. Alors, je trouve ça passionnant. Hein. Et justement, puisqu'on dit que l'ENSET et donc l'ESAI est
est un, comment dire, l'archéologie de l'ESAT. À partir de quand justement la scission entre N7 et ESAT se fait? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je sais pas. Alors, la scission, alors c'est reformulation, recréation. Moi, je parlerais parfois de division cellulaire, mais elle s'est faite dans un premier temps en interne. Un lycée avait déjà été créé à l'intérieur même donc de la structure préexistence dès 71. Avant effectivement donc de connaître d'autres épisodes par la suite, mais ce sera plutôt l'objet de la présentation. On fera une introduction justement sur ces quelques années qui ont précédé justement donc la création vraiment de l'école à proprement parler, et du coup on va dire l'émancipation là aussi parallèle donc des formations d'ingénieurs. Mais cette image forcément laisse poindre quand même quelques troubles dans le dans l'histoire, hein. C'est une série photographique, Faste et Dévastation. Le nom de l'artiste maintenant m'échappe puisque voilà, je suis un peu non. Engels, un truc comme ça. Il faut absolument que je vérifie, mais je vais pas reprolonger dans mes notes tout de suite. Je vais passer une demi-heure à chercher la bonne information. Oui, ici. 1983, me semble-t-il. Donc une période où effectivement le musée avait été complètement vidé, enfin complètement presque, puisqu'on voit encore quelques plâtres, au sujet desquels d'ailleurs ça fera une belle transition, on aura l'occasion de parler, mais pas que. Hein, je ne sais pas si Olivier, tu as eu l'occasion de donner ton propre diaporama pour qu'on puisse passer à notre... donc le temps effectivement, peut-être d'une ou deux dernières questions pour cette installation, on va pouvoir y venir. Pas de questions? Oui. C'est bien à l'étage, à l'ancêtre. Oui, tout à fait. Là, c'est le niveau qui correspond aux salles de peinture. Et Serge, nous on a connu ça là parce qu'on faisait des grandes parties de cache-cache. Et tu te cachais où là? Il y a plus grand chose pour se cacher derrière. Il y a des, c'est ça, ouais. Il y a des combles, il y a des, des trappes et autres. Oui. Il y avait un atelier de photographie aussi, visiblement à l'époque, on m'a dit. Bon. Pas d'autres questions donc sur cette première intervention? Merci beaucoup, Sylvie.